Et du coup, ça a été teasé ce matin, et donc je laisse la main à Pierre, Loïc et Christophe qui vont nous présenter la plateforme Nova. Rebonjour. Allez, vas-y. Alors, je démarre. Tout d'abord, je vous présente mes excuses avec cette slide, car je sais bien que je suis en fait à un événement de l'IMA, donc grande messe des makers. Et pourtant, cette slide, elle s'adresse plutôt en fait à des décideurs, à des financeurs. Qu'est-ce qu'elle dit, cette slide? Elle dit que lorsqu'il y a une innovation technologique majeure qui arrive, si on veut en tirer parti rapidement, on a intérêt à être en départ lancé, donc avoir commencé à investir des années auparavant. Je passe ce message devant vous, les makers, mais aussi en fait ici, nous sommes dans la tour BPCE, vaisseau amiral du groupe BPCE, dont j'espère que mes paroles infusent dans les étages ci-dessus. Donc, messieurs les décideurs, merci pour votre support et les gars, lâchez pas l'affaire. Donc, on a commencé en 2018, même en fait un peu avant, à investir sur les chatbots. On a commencé par des expérimentations, on s'est vu assez rapidement que le principe était toujours le même, donc on a décidé d'investir dans une plateforme unifiée pour mutualiser nos efforts sur les chatbots qui, bien sûr, en évoluant, sont devenus des voicebots, des callbots. En parallèle, on travaillait en fait sur des projets, on va dire schématiquement des projets NLP, sur de l'analyse de sentiments, de la classification, de la recherche avancée. De la traduction. Voilà. Ce qui fait que lorsque la comète GPT est arrivée, finalement on a mergé les deux streams en départ lancé et c'est ainsi qu'est né l'enfant Nova. Je passe la parole au papa et à la maman. Parent 1, parent 2. Voilà. Donc, Nova, c'est comment on met des data scientists et des spécialistes des callbots et de l'automatisation de process à travailler ensemble pour faire un produit générique, ce qu'on appelle un asset dans notre langage BPCE, enfin Data IA chez BPCE. Donc, un asset qui va être la base de nos différents développements de RAG derrière. Donc, d'abord, il va falloir convaincre, il faut des sous. C'est ce que rappelait Christophe tout à l'heure. Donc ça tombait bien, on était en départ lancé, mais il a fallu quand même montrer qu'il y avait un intérêt à financer ces premiers travaux de construction d'une plateforme. Donc de recenser des cas d'usage potentiels, de recenser des cas d'usage phares qui allaient permettre d'asseoir le financement de cette plateforme, de faire des expérimentations pour se faire aussi une idée de c'est quoi les bonnes technos à mettre en œuvre, de faire des expérimentations avec des outils tiers, de faire des expérimentations avec des briques technologiques open source ou non, mais en tout cas avec une intégration beaucoup plus forte de notre côté, et pour in fine retenir quand même une approche plutôt hybride. Et puis finir de convaincre, finir de construire l'argumentaire sur pourquoi une plateforme mutualisée hybride. Pourquoi? Parce que on ne trouvait pas complètement ce qu'on voulait sur le marché. Pour pouvoir maîtriser le cycle de développement, ça coûte cher un cycle de développement, mais quand on le maîtrise, ça a aussi des intérêts. Parce qu'on souhaitait, parce qu'on savait qu'on allait avoir des besoins, qui allaient être on-prem pour des raisons de confidentialité de données, etc. Et que donc, si on veut faire du on-prem, on réduit encore plus la capacité à s'appuyer sur des outils tiers où il y avait, en tout cas à ce moment-là, beaucoup de solutions qui étaient SaaS. Et puis, on avait aussi des idées d'architecture, d'abstraction importantes par rapport aux différents services sous-jacents, et donc qui nous semblait un élément clé pour assurer la pérennité de la plateforme dans un environnement technologique très changeant, et aussi avoir la souplesse pour répondre à des enjeux différents selon les use cases. D'où construire une solution interne. Et là, je passe la main aux parents 2. C'était encore ton slide? Ah non, c'est encore le mien.
Donc, une plateforme RAG, c'est pas simplement l'embedding, c'est pas simplement le NLP, c'est aussi du NLU, c'est aussi des ingestions, c'est aussi du layout analyzer pour traiter les documents, c'est aussi une base vectorielle à curer, c'est aussi un modèle de pertinence dans certains cas pour pouvoir, au-delà du retrieval, être capable de faire de la sélection. Et c'est aussi de la modération. D'ailleurs, un petit coucou sympa à nos amis de Giscard avec qui on bosse sur ces sujets-là. Donc une capacité à modérer ex ante, ex post, et une capacité aussi à répondre à des attaques adverses potentielles, compte tenu qu'on a quelques trucs qui sont accessibles de l'extérieur. Donc tout ça, c'est ce qu'on a besoin de développer progressivement pour une plateforme RAG. Alors on l'a fait sur un temps long et en commençant par le cœur de solution, mais on savait qu'on avait besoin de tous ces éléments-là dès le début. Donc effectivement, comme l'ont mentionné Christophe et Loïc, on a eu des réflexions, notamment comme en semestre 2 2023, on a regardé, on avait aussi un asset qui existait, qui était la plateforme chatbot, où il y avait déjà une vingtaine de chatbots en production. Et en octobre 2024, on a donné le go pour lancer cet asset Nova, qui permet de créer des agents sans code, ou avec du code, en low code, avec du NLU, comme les chatbots on l'utilisait, mais aussi avec de l'IA générative et aussi de la RAG. Et donc, s'adapter aussi à nos différents scénarios que l'on peut avoir, parce que quand on regarde la RAG, on regarde un cas simple, on voit que on peut dire tiens c'est simple, c'est un workflow de base, et puis on peut aussi l'améliorer, itérer, et donc avoir différentes règles pour enrichir notre dispositif. Donc c'est très important du coup pour avoir cette flexibilité-là autour de cette plateforme. L'approche omnicanal, on avait déjà ça sur notre plateforme existante. On avait déjà la connexion web, les API, permettant à nos métiers de consommer et d'intégrer directement leurs bots dans leurs applications. On l'a repris sur Nova et on reprend aussi tout l'écosystème que l'on a de callbot interconnecté avec la téléphonie. Donc ça, on avait déjà ces mécanismes par ailleurs. Un des points que je vais vous détailler juste après, mais c'est l'abstraction des solutions que Loïc vous a mentionné aussi tout à l'heure, qui était un des points importants. On parlait beaucoup de GPT à un moment, on parle de Gemini, on parle de Mistral, on parle de différents LLM. Et donc, c'était pouvoir avoir cette abstraction pour passer d'un LLM à un autre et pas devenir dépendant d'une technologie pour aussi prendre le meilleur au sein même des fois d'un même cas d'usage. On voit qu'on peut faire cohabiter différents LLM pour un même projet. Donc ça, c'est aussi pertinent, ça nous permet d'être multi-solutions. Comme je l'ai dit, la puissance de la RAG, donc de pouvoir s'adapter, de pouvoir itérer. Donc ça, c'était aussi en fonction des cas d'usage et de la complexité qu'on pouvait avoir, notamment sur des bots qu'on peut mettre à disposition des clients ou des collaborateurs. Il peut y avoir aussi certaines règles de filtrage que l'on pouvait mettre en place. Un des points importants, on parle de RAG, beaucoup de documents, mais aussi on peut aussi consommer des API métiers et donc aller consommer nos API pour aller personnaliser l'expérience. Quand on a la donnée de manière un peu plus structurée, c'est quand même tout de suite plus facile et le parcours client peut être toujours plus sympa. Et l'avantage avec Nova, c'était un des points qu'on avait regardé aussi dans les études, c'était que cette plateforme, on l'a fait évoluer pas pour un métier, on l'a fait évoluer comme socle. Et donc cette plateforme, elle évolue avec les dernières mises à jour que l'on fait. Et donc ça sert l'ensemble des agents qui sont sur ce socle-là. Et donc tout le monde peut bénéficier des dernières évolutions. Bon. Un slide d'architecture. Il y a eu un slide tout à l'heure beaucoup plus simplifié d'architecture. Là, je vous sors le slide de Nova. On va pas rentrer dans tout le détail. Ça a été mentionné ce matin par Laurent et Luc. Mais vous voyez, Nova, c'est le petit rectangle en haut où il y a toutes les briques. Le point important, ça tout tourne en interne. Et quand je dis en interne, c'est dans nos data centers nous permettant d'utiliser et d'avoir les documents qui restent en interne. Donc ça, c'était un des points pour lequel on peut avoir des cas d'usage, comme on l'a mentionné ce matin aussi, de confidentialité, comme tu l'as redit tout à l'heure. Donc, Nova, de manière très simple, il y a deux API à connaître. La partie d'ingestion, où on peut aller chercher les documents directement sur des bases SharePoint, Confluence en interne, ou d'autres connecteurs. Les métiers peuvent aussi venir consommer
cette API pour aussi envoyer leurs données depuis leur application métier sur notre API pour aussi ingérer leurs documents. Et puis, comme vous voyez, la notion de Messaging Connector permettant soit d'appeler une API, soit déjà d'appeler une page web qu'on met à disposition, ou même demain avec le connecteur Teams ou le Callbot demain aussi. Donc on a cette abstraction, on a la base solaire qui tourne en interne, qui permet justement d'avoir les documents vectorisés chez nous. Le workflow qui est l'orchestrateur de tout ça. Une des briques, on l'a évoqué aussi ce matin dans la présentation de Maya, c'est les services IA sous-jacents. Ça, ils sont ultra importants pour nous parce que si vous regardez la brique du dessus, il n'y a pas de cloud, il n'y a pas de LLM, etc. Tout se passe dans les services IA. Vous en avez 5, on en a rajouté 2 de plus là, le mois dernier. Ces services-là, en fait, sur chacune des briques, elles possèdent un contrat de service et nous permet de faire l'abstraction entre du Microsoft, du Google ou de l'open source qui tourne en interne sur nos data centers. Et à noter que nos autres projets utilisant des services IA de ce type-là vont aller taper sur les mêmes API, ce qui permet une très grande interopérabilité entre des projets LLM et typiquement des projets qui ont été initiés comme du LLM pur et qui basculent sur de la RAG derrière. La capacité de transfert, elle est relativement simple parce que de toute façon, les API sous-jacentes sont les mêmes et donc il y a une reprise en main côté Nova qui est relativement simple. Donc ce matin, on vous a parlé de Maya. Maya utilise les services IA en direct, appelle ces services IA. Nova consomme aussi ces services IA que nous mettons à disposition. Et une centaine d'autres projets consomment aussi ces projets au sein du groupe BPCE, permettant d'avoir cette abstraction et cette consommation directement sur ces services-là. Et ça nous permet aussi, on est en train d'installer en ce moment un LLM on-prem, qui permettra aussi à d'autres projets de consommer directement sur cette API. Et ça nous permet aussi de faire des checks sécurité, conformité, juridique à chaque lancement de projet, que ce soit un projet RAG dans Nova ou sur les autres projets qui utilisent les IA Services. Donc voilà, l'architecture de Nova avec cette approche hybride nous permettant de jouer sur la flexibilité entre les cloud providers et le on-prem. Donc Nova est construit sur un concept en fait de briques. Donc de ce que vous avez vu en fait, vous pouviez deviner en fait les briques que nous avons. Donc à la base en fait on a ce workflow qui permet en fait d'écrire des enchaînements de tâches d'agents. Cet appel en fait au dessus donc qui permet de faire appel à ces services. Donc DLLM, mais pas que. Vous aviez la liste dans le slide précédent. Bien sûr la composante en fait RAG. On met à disposition une interface conversationnelle donc, de type chatbot, mais ça peut aussi, pour les use cases les plus complexes, bien sûr, être appelé directement par des API. Bien évidemment, une brique en fait, de supervision et de pilotage. Et puis, à venir, mais j'y reviendrai après, bien sûr, en fait, un orchestrateur d'agents et l'agentisation en fait, de Nova. On vous a parlé de la plateforme technique. L'idée, c'est aussi qu'on mette un accompagnement, parce qu'on parle de RAG. On voit que les cas d'usage autour de la RAG peuvent avoir aussi une certaine complexité. Et donc, on met à disposition une équipe pour accompagner les utilisateurs et les projets sur Nova, de la phase de cadrage de besoins jusqu'au déploiement en production. Donc, la phase de besoin vient aussi d'analyser les docs, de comprendre les enjeux et les cas d'usage qui doivent être faits, d'accompagner nos métiers sur le paramétrage de Nova, pour expliquer comment ça fonctionne. Et pour l'instant, on n'est pas encore en self-care, mais l'idée, c'est demain de tendre de faire du self-care sur Nova. Et là, pour l'instant, on est plutôt en lead sur le paramétrage de ce sujet-là. La partie test et déploiement est très importante. Vous le savez très bien sur les cas d'usage type chatbot et encore plus de RAG, d'itérer avec des utilisateurs et aussi de suivre les statistiques pour voir la pertinence. Mais ça, tu reviendras juste après dessus, Loïc. Et bien sûr, de suivre une fois qu'on met en production, parce que c'est le début. Donc, c'est bien d'avoir une belle plateforme technologique et d'avoir un process pour pouvoir analyser les besoins métiers, les concevoir. Après, le problème, c'est comment on fait du MLOps, parce que ça reste des sujets d'IA. Et donc, il faut les valider, il faut les monitorer, il faut les optimiser. Et c'est de vrais enjeux. C'est des vrais enjeux parce que l'optimisation, elle est souvent multidimensionnelle et
Sur la RAG, il y a déjà pas mal d'éléments. Il faut optimiser le NLU, il faut optimiser le retrieval, il faut optimiser la génération. Demain, sur l'agentique, il faut optimiser chaque agent et optimiser l'orchestrateur, ou en tout cas le framework plus global. Donc, la multidimensionnalité est un vrai enjeu. Il y a un arbitrage entre le nombre de composants qu'on va développer ou concevoir des composants plus complexes qui seront du coup moins nombreux à optimiser, mais en même temps, ils seront plus complexes aussi, donc plus difficiles à analyser. Et puis, tout ça, il y a des optimisations de coûts. Est-ce qu'on arrive à maintenir le même niveau de qualité si on arrive à baisser de taille de LLM, etc., etc. Ensuite, il y a valider. Comment on arrive à construire un Golden Dataset avec le métier sans que ça soit trop pesant pour lui, mais tout en ayant un niveau de qualité de ce Golden Dataset qui permet derrière de faire de la validation avec LLM as a judge pour faire de la mesure régulière, mais de la validation aussi avec une validation métier pour avoir une idée beaucoup plus ground quelque part, voilà, basée. Et dans cette partie validation, comment on analyse les erreurs et quelles sont les métriques qu'on utilise. Et en fait, il n'y a pas de bonne réponse. C'est quelque part, sur chaque projet, se reposer les questions et vérifier les enjeux du projet. Et puis, on a optimisé, on a validé. Comment on monitore? Quelle est la granularité du monitoring? Sachant que tout monitoring, c'est de la production de données, donc c'est du stockage. C'est de la capacité de calcul derrière pour analyser tout ce qui est stocké ou le mettre à disposition. Donc, quelle est la granularité? Comment on fait cette collecte? Et qu'est-ce qu'on restitue comme mesure? Qu'est-ce qu'on restitue aux mesures à l'équipe projet qui est capable de concevoir des mesures statistiques complexes et adaptées? Mais qu'est-ce qu'on restitue aussi comme mesure aux pilotes métiers, aux décideurs, où techniquement les mesures de data scientist de temps en temps ne sont pas forcément complètement compréhensibles à ce niveau-là. Voilà. En termes d'usage sur Nova, donc on l'a mis, comme je vous l'ai dit, on a fait le lancement en octobre. On a donné le go du développement du projet en janvier 2024. On a mis en production en octobre 2024 et les premiers cas d'usage ont été mis en 2025 en production. Donc l'année est en cours, mais bien entamée, on est déjà à 14 bots en production. L'idée, c'est quoi? C'est d'avoir des bots qui sont déjà à disposition des clients. Ça a été mentionné ce matin par Luc Barneau et Laurent Fernandez, mais aussi des bots à destination des collaborateurs. Et donc, c'est ces différents agents que l'on traite sur Nova. Et on voit qu'on a un pipeline assez rempli, avec des projets qui sont en cours et d'autres qui arrivent. Et l'idée, c'est d'avoir cette flexibilité-là à terme permettant de gérer les différents corpus documentaires et cas d'usage que l'on peut avoir sur la plateforme. Donc ça, c'est Nova en fait maintenant, mais on sait que d'ores et déjà en fait Nova doit évoluer. Donc dès la conception, on avait bien sûr pensé en fait la multiplicité d'agents en fait indépendants, mais aussi d'agents en fait opérant de manière orchestrée. Mais on avait quand même pensé en fait l'orchestration d'abord sur de l'orchestration à base de règles. Clairement, l'apparition en fait de nouveaux modèles, des modèles de raisonnement, l'apparition des concepts en fait d'agentique nous amène à changer en fait à nouveau le paradigme. Ça, c'est la beauté de notre métier. Cela étant, là, on reste en fait modeste. C'est quelque chose de nouveau. Donc, on est parti sur des expérimentations. Quand je dis expérimentation, je ne peux pas parler de POC. Ce sont des vrais projets qu'on va mener en production, mais on en mène plusieurs en parallèle de façon à constituer globalement en fait une expérimentation. Donc, on a plusieurs projets qui concernent des process différents. Certains avec des clients directement en fait en face du process, d'autres sur des sujets plus internes, et on les fait sur des technologies différentes de façon à avoir un retour d'expérience complet. Ce retour d'expérience en fait portera à la fois en fait sur les process. Quels sont les process qui sont réellement en fait éligibles, là où ça marche, là où ça marche pas. Là où ça marche, en fait, on a un peu une idée. Où ça marche pas, il faut qu'on teste en fait les limites. Quelles sont les technos? Est-ce qu'elles sont toutes équivalentes ou est-ce qu'il y a des vrais différenciants?
Quels sont les facteurs clés de succès en termes d'accompagnement? Quels sont les nouveaux challenges du maintien en fait, de la stabilité de la performance, du contrôle, de la maîtrise? Loïc en a parlé. Donc on est vraiment en fait dans cette phase, mais on a déjà en fait une certitude qu'on concerne en fait Nova et qu'on a déjà commencé en fait à mettre en œuvre, c'est que Nova devra s'intégrer en fait dans ce nouveau monde de l'agentique. Ça en sera une pièce majeure. Donc il doit intégrer les concepts, les paradigmes, les frameworks, et bien sûr il devra lui-même gérer en fait, être un orchestrateur d'agents et devra s'intégrer dans un écosystème avec d'autres orchestrateurs. Donc il sera à la fois en fait une plateforme d'orchestration d'agents, mais il pourra être vu aussi globalement comme un agent vu d'autres orchestrateurs. Et maintenant, en fait, quel sera le nombre de ces orchestrateurs, quelle sera en fait la techno, quelle sera la granularité, là, on va essayer, on va se planter, on va corriger et on va y arriver. Merci. Merci à tous les trois pour cette brillante présentation. On vous souhaite d'y arriver vite. Juste un petit mot pour vous rappeler que les slides que vous venez de voir, vous pourrez les télécharger sur la plateforme de l'IMA dès qu'elles ont été mises en ligne. Et c'est la